Merci tout d'abord. Alors, vous n'êtes que 2 pour le moment, je pense que les autres vont arriver, de participer à ce nouveau campus sandwich en live sur la RGPD 2 ans après. Qu'en est-il? Je vais juste faire une petite aparté sur le club, que vous connaissez déjà sans doute toutes les deux, mais surtout sur les événements à venir. Donc, je vous repartage mon écran. Hop, hop. Voilà. Donc, le club de la presse et de la communication, brièvement, existe depuis donc 2004 avec plus de 500 adhérents. Je vais fermer ça. Ouverte donc aux journalistes RT et non RT et aussi communicants et entreprises partenaires. On est donc un interlocuteur reconnu des principales collectivités et institutions régionales et on propose des passerelles entre ces deux corps de métier, médias et communicants au travers d'ateliers comme on peut mettre en place aujourd'hui. Les objectifs étant d'informer sur l'évolution de nos métiers, d'organiser des rencontres, d'aider chaque adhérent à développer son réseau de contacts, proposer un catalogue de formation continue, agir pour l'emploi des professionnels ou encore la promotion des médias et de la communication, notamment auprès du jeune public avec la partie sensibilisation des médias à l'école. Les événements à venir, donc demain, il y a un live d'organiser sur le décryptage du mécénat de compétences, live de 14h30 à 16h30. Si vous êtes encore disponible, vous pouvez vous inscrire. Le prochain campus sandwich, ce sera sur la thématique d'écrire une bonne vidéo explicative le 26 mars. Et enfin, le 8 avril, ce sera en mode live pour les 12 heures de l'agilité numérique. Et donc laisser la parole à Madame Anne-Laure Boileau, qui est avocate en droit civil et droit commercial au cabinet Mathilde. Effectivement. Et du coup, je vais partager mon écran, si vous en êtes d'accord. Alors, il n'y a pas beaucoup de participants. On va voir si éventuellement les autres participants arrivent après. Je me présente, donc je suis Anne-Laure Boileau. Je suis effectivement avocate au sein du cabinet Mathilde. On travaille dans plusieurs domaines d'activité, donc le droit du travail, le droit civil et le droit commercial. Alors, je ne suis évidemment pas là pour parler de mon cabinet, mais bien pour parler du RGPD. Simplement pour me rendre compte peut-être effectivement de votre profession, peut-être pour adapter. Elsa, vous faites quoi? Là, présentement, je mange, mais sinon, je suis chargée de communication. Bon appétit. Ouais, j'ai coupé la vidéo, je vous ai épargné ça. Il n'y a pas de problème. Je suis chargée de communication pour des petites structures culturelles. D'accord. Et voilà. Et donc, je gère notamment, à part les réseaux sociaux et la com en général, les newsletters et donc les bases de données. D'accord. Ok. Et Catherine, est-ce que vous pouvez me... Bonjour Catherine. Oui. Moi, je suis photographe professionnelle, essentiellement en studio et auprès des commerçants et artisans. D'accord, très bien. Bon. Alors comme ça, on va pouvoir s'adapter. Particulier et commerçant. Particulier et commerçant. Donc effectivement, vous aussi, vous avez à traiter des données personnelles. Alors, le RGPD, qu'est-ce que c'est? On parle de règlement général européen sur la protection des données. Je pense que vous avez tous entendu parler effectivement du RGPD puisque c'est entré en vigueur en mai 2018. Ça a été transcrit ensuite dans le cadre d'une loi. Le RGPD, ça fait peur, mais en soi, ce n'est pas si compliqué que ça. J'imagine que vous avez toutes deux été sollicitées par divers prestataires qui vous proposaient, le cas échéant, des audits ou de vous accompagner dans le cadre de vos démarches RGPD, ce qui peut représenter un certain coût. Non, bon. Il y a un certain nombre de prestataires qui, du coup, ont développé nécessairement cette activité. Quand il y a une nouvelle législation, ça crée du business et effectivement, il y a des nouveaux prestataires. Bon, on peut passer par eux, mais on peut aussi le faire soi-même parce qu'en réalité, quand on y regarde de plus près, on n'est pas dans le cadre d'une réelle révolution, d'accord ? C'est pas révolutionnaire le RGPD, c'est un règlement qui s'inscrit dans la continuité d'une loi qui existe en tout cas en France, à savoir la loi informatique et liberté qui existe depuis 1978 et qui a donné lieu à la création de la CNIL. Simplement, le RGPD, ça a vocation à plus sensibiliser les organismes, les entités, les entreprises sur le fait qu'on est tous effectivement amenés à traiter des données personnelles. Donc,
Premier but, sensibiliser. Deuxième but, se dire que effectivement, les personnes qui sont concernées par le traitement de ces données personnelles ont des droits, d'accord, sur leurs données et notamment ont des droits à consentir au traitement de leurs données et ont le droit d'avoir la maîtrise de ce qui se passe concernant effectivement leurs données personnelles. Bon. Alors, il y a manifestement les plus grandes entreprises qui ont réussi effectivement à se mettre à jour du RGPD. On est effectivement près de 3 ans après. Le constat, c'est qu'il y a encore beaucoup de structures qui ne sont pas du tout en conformité avec le RGPD. Pas de panique, tant qu'il n'y a pas de contrôle ni de sanction de la CNIL, il s'agit justement de faire le nécessaire pour se mettre en conformité avec le RGPD. Alors le RGPD, ça vise à quoi? Ça vise justement à encadrer le traitement des données personnelles qu'on va devoir recueillir dans le cadre de nos activités respectives, avec comme principe donc fondamental, comme je vous l'ai dit, le consentement des personnes concernées par le traitement de leurs données et la transparence, c'est-à-dire qu'il faut être transparent dans ce qu'on va faire effectivement des données. Alors, qu'est-ce que c'est une donnée personnelle? Est-ce que vous savez plus ou moins ce que peut recouvrir une donnée personnelle? Peut-être le faire sous forme d'interaction parce que vu qu'on n'est que 3, on peut le faire. Hein. Oui. Et puis, c'est plus agréable pour vous. Donc, c'est la collection des données, nom, prénom, adresse, etc. Peut-être éventuellement la date de naissance. Oui. C'est toutes ces données-là, l'adresse mail aussi, je pense que ça rentre dedans, l'âge, le genre, enfin, alors, tout ce qu'on remplit quand on Numéro de remplit téléphone. Ouais. Alors, les données personnelles, en fait, on va se rendre compte que ça peut recouvrir beaucoup, beaucoup de données. Alors, effectivement, ça peut être des données qui permettent d'identifier directement une personne, donc comme effectivement le nom, le prénom, ou ça peut être des informations qui vont permettre d'identifier indirectement une personne. Type, je parle du directeur général de telle entreprise. En réalité, on sait qui est le directeur général et on va pouvoir effectivement l'identifier. Donc, il y a des données, effectivement, on voit bien tout de suite que ce sont des données qui sont dites personnelles. Donc, on a effectivement le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le numéro de sécurité sociale, qui est une donnée qui est hautement personnelle, puisque ça permet d'avoir beaucoup d'indications effectivement sur la personne, à savoir effectivement son genre, si c'est un homme, si c'est une femme, son lieu de naissance, savoir sa date de naissance. Ça peut être également effectivement une adresse mail, dès lors que l'adresse mail permet d'identifier effectivement la personne qui est derrière, type adresse mail anne-laure-boileau@gmail.com, il y a mon prénom, mon nom, on rentre dans le cadre de la donnée personnelle. Par contre, l'adresse générique type contact@cabinetmathilde.fr ne me permet pas effectivement d'identifier qui est derrière cette adresse mail. Donc, cette donnée-là ne sera pas forcément concernée. Il peut y avoir éventuellement les données bancaires qui sont rattachables à une personne et qui permettent effectivement de manière indirecte d'identifier une personne. Et puis, il y avoir plein d'autres informations, type appartenance syndicale, religion, conviction politique. Ça peut être aussi l'orientation sexuelle, qui sont effectivement des données personnelles qui peuvent être recueillies. D'accord ? Alors, parfois, on peut avoir différentes données qui, prises indépendamment l'une de l'autre, ne permettent pas d'identifier une personne, mais dès lors qu'on combine toutes ces informations, eh bien, ça va nous permettre effectivement d'identifier la personne, type une femme qui habite dans telle commune, qui est chargée de communication et qui va appartenir à telle association. Et bien, en réalité, combinée, eh bien, on serait susceptible effectivement de retrouver l'identité de la personne. Donc vraiment, les données personnelles, ça peut être un champ très large. D'accord ?
Bon, le RGPD, effectivement, il parle des données personnelles, mais ce qui intéresse le RGPD, c'est dès lors qu'il y a ce qu'on appelle un traitement de données personnelles. Donc, encore faut-il savoir, c'est quoi un traitement? Dans le cadre de vos activités professionnelles, vous avez effectivement à traiter des données personnelles pour des finalités qui vont être différentes. Exemple, Catherine, vous êtes photographe, vous êtes sollicité par un client, ne serait-ce que pour faire votre devis, vous allez devoir recueillir un certain nombre de données personnelles. Donc, nom, prénom, sauf si c'est une entreprise, adresse, mais si vous traitez avec des particuliers, effectivement, vous allez devoir recueillir des données personnelles. Donc, le traitement, c'est pareil, ça peut recouvrir un champ qui est extrêmement large. Qu'est-ce qu'on fait de ces données personnelles? On va éventuellement les collecter pour derrière faire une opération marketing, une opération de publicité, qu'elle soit occasionnelle ou qu'elle ne le soit pas. On va vouloir effectivement enregistrer ces données parce qu'on en a besoin, par exemple, pour la comptabilité, pour justement envoyer des factures, gérer les impayés, gérer les problèmes de recouvrement. Ou alors, on va vouloir s'intéresser, j'en sais rien, on peut très bien collecter des données parce qu'on a besoin de savoir qui nous contacte, voilà, pour éventuellement affiner sa cible de clientèle. Eh bien, tout cela, effectivement, c'est ce qu'on appelle une opération, au sens du RGPD, une opération de traitement des données personnelles. Et en soi, le simple fait de collecter, c'est-à-dire d'enregistrer ces données, que ce soit un enregistrement qui soit purement automatisé via, j'en sais rien, un fichier Excel sur informatique, ou même des données qu'on recueille sur du papier, c'est un traitement de données personnelles. Le fait de consulter des données, c'est une opération en soi de traitement de données personnelles. Donc, on tombe très très vite, effectivement, dans le domaine d'application du RGPD. Alors, du coup, moi j'ai une question. Vas-y, j'en avais une aussi. Allez-y. Toutes les boîtes mail contacts qui automatiquement enregistrent les contacts des personnes qui nous ont envoyé un mail, même sur des boîtes mail perso, c'est déjà, ça rentre déjà dans le cadre du RGPD, non? Oui, tout à fait. Ça rentre déjà, si c'est enregistré, ça veut dire que vous collectez une donnée qui peut être personnelle. Donc, effectivement, on rentre déjà dans le cadre du RGPD. Ça va très, très vite, en fait. Finalement, il faut considérer que, mis à part quand on collecte des données en qualité de personne physique pour des usages personnels, il faut considérer qu'en fait, on est quasiment tous soumis au RGPD. Et moi, j'avais une question de l'autre côté. Étant attachée de presse, très souvent, je fais une veille auprès des médias, par exemple, en ligne, et il y a des coordonnées qui sont données. Et là, pour le coup, ça va être, par exemple, jennifer.benoît@westfrance.fr, par exemple. Mais du fait que cette donnée est transmise par, au final, le média, là, ça rentre sous le coup du RGPD. Mais est-ce que ça a une incidence pour nous qui allons la collecter, tout en sachant que c'est eux qui la donnent? Oui, une incidence à partir du moment où vous la collectez. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut très bien vous transmettre une information. La donnée, vous ne l'enregistrez pas, vous ne l'utilisez pas, vous ne la collectez pas. Dans ces cas-là, ça ne rentre pas dans le cadre du RGPD. Mais en fait, nécessairement, quand on nous envoie ce type de données, c'est pour en faire un usage. Soit parce que vous avez à contacter cette personne en qualité de potentiel partenaire ou de futur prestataire, ou éventuellement de prospect client. Et effectivement, dans ces cas-là, vous traitez une donnée qui est personnelle. D'accord. Ok. Donc, ça vous est transféré, mais en fait, la donnée personnelle en soi, on dit qu'elle doit être entourée d'une bulle de protection et que cette bulle de protection, quel que soit le transfert qu'on en fait, eh bien, elle doit suivre effectivement les différentes personnes qui y ont accès. D'accord ? Sauf la personne éventuellement intéressée. Alors, je vous ai dit, il faut quand même effectivement tous considérer qu'on est soumis au RGPD. Il y a un champ d'application qui est également territorial, mais vous allez voir, ce champ d'application territorial, il est extrêmement vaste parce que en réalité, ce règlement nous dit on est soumis au RGPD, quelle que soit grosso modo l'entité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une personne physique qui utilise à des fins, on va dire, domestiques,
Mais dès lors qu'on est une association, un organisme de droit privé ou de droit public, une entreprise, donc qu'elle soit individuelle ou sous forme de société, eh bien, dès lors qu'on est établi sur le territoire de l'Union européenne, paf, on rentre dans le cadre du RGPD. Et quand bien même je ne suis pas membre de l'Union européenne, par exemple, je ne sais pas, je suis établi en Chine, mais que ma cible de clientèle, c'est des membres de l'Union européenne, eh bien, je suis soumis au RGPD. D'accord ? Donc, le mieux, c'est pas forcément se poser trop de questions, c'est juste se dire, bon, bah, le RGPD, grosso modo, ça s'applique à quasiment tous. Il y a des exceptions, effectivement, dans l'application du RGPD, et notamment, je pense, au traitement de données pour des finalités journalistiques qui bénéficient d'un certain nombre d'exemptions. D'accord ? Mais là, c'est vraiment un cadre qui est assez exceptionnel. Je vous l'ai dit, alors pour mieux comprendre le RGPD, il faut comprendre c'est quoi la finalité du RGPD. Grosso modo, c'est une prise de conscience. D'accord ? Une prise de conscience que là, on est dans une société qui a évolué. On est tous amenés effectivement à traiter des données personnelles. Elles traînent partout. On va sur Internet, il y a des traceurs. Et ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent des données personnelles. Qui vont être capables, effectivement, en recoupant plein d'informations, de nous proposer éventuellement des publicités ou des articles ciblés et qui vont, du coup, quelque part, avoir une influence un petit peu sur nos vies, sur nos choix, sur, effectivement, les différentes pages qui vont nous être proposées, cela pouvant aller jusqu'à, effectivement, influencer nos convictions politiques. D'accord ? D'où la prise de conscience, de dire ben non, il faut qu'on ait la maîtrise de ces données personnelles. Et pour qu'on ait la maîtrise de ces données personnelles, il faut qu'on trouve des solutions pour renforcer le droit des personnes concernées, générer un lien de confiance avec ces personnes-là et leur permettre de contrôler leurs propres données. C'est-à-dire donner leur consentement à l'usage de ces données, au transfert de ces données et au traitement de ces données. D'accord ? Et pour ce faire, comment on fait? Effectivement, il faut qu'on responsabilise les principaux acteurs qui sont amenés à traiter des données à caractère personnel. On dit attention, vous avez une petite pépite entre vos mains, faites attention à vos données personnelles. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi de ces données personnelles. Et comment on fait là encore pour ne pas faire n'importe quoi de ces données personnelles? On va mettre un cadre. On va mettre un cadre, on va mettre des règles, on va imposer des dispositions. Et pour qu'elles soient effectivement respectées, ces dispositions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, si on veut que ce soit respecté, nécessairement la contrepartie, c'est la sanction. Exactement. Imposer des règles, s'il n'y a aucune sanction derrière, il n'y a pas vraiment de risque. Donc sans risque, les règles, effectivement, on ne les respecte pas. D'accord? Sinon, il y a l'accompagnement pour que les règles soient respectées. L'accompagnement. L'explication, la pédagogie, tout ça, c'est bien aussi. Avant la Oui, sanction. c'est très bien, mais malheureusement, dans notre société, on a beau ça commence toujours par l'éducation, le respect des règles et compagnie, mais on le voit bien avec d'autres problématiques. On a beau éduquer nos enfants, il y a toujours quelques dérives. Et si effectivement, quelque part, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction, effectivement, c'est la porte ouverte à toutes les dérives et tous les abus. Surtout sur les données personnelles qui peuvent de toute façon être exploitées financièrement et qui peuvent donner lieu à effectivement des dérives importantes. Je vous invite à ce titre-là, il y a un super documentaire qui est diffusé sur Netflix qui explique effectivement les dérives des utilisations de données personnelles et qui finalement, on se rend compte, peuvent avoir une influence finalement sur nos choix de vie. C'est assez impressionnant. Selon que vous ayez tel ou tel profil, on ne va pas vous proposer du tout la même chose sur Internet, par exemple. On ne va pas vous proposer les mêmes articles avec les mêmes tendances politiques. Donc, si on n'a qu'une information, évidemment, on ne va pas s'intéresser aux autres informations, tandis que si effectivement on donne notre consentement, on va avoir la maîtrise des informations quelque part qu'on nous donne. Et là, je fais une petite parenthèse. D'accord ? Alors,
Effectivement, le RGPD, il donne un certain nombre de droits. On va voir un petit peu la mise en conformité après. Qu'est-ce que ça permet effectivement de protéger derrière? Eh bien, ça permet de protéger la personne qui se retrouve derrière les données personnelles, qui va se retrouver avec un droit d'une part à l'information, c'est-à-dire qu'on va être contraint de l'informer qu'on recueille des données personnelles, et on va lui expliquer pourquoi on recueille ces données personnelles. Quelle est la finalité du recueil de ces données personnelles pour que, le cas échéant, il puisse consentir à donner ces données personnelles, sauf si le recueil de ces données personnelles ne nécessite pas son consentement, parce que ça va répondre plus à une obligation légale. Exemple, je suis obligé de donner mon numéro fiscal au service des finances publiques pour qu'effectivement, il recouvre derrière les impôts. Là, c'est une obligation légale, il n'y a pas nécessairement besoin de consentement. Même chose pour tout ce qui est infraction pénale. Effectivement, celui qui est suspecté d'avoir commis une infraction, on ne va pas lui demander son consentement sur un certain nombre de données personnelles. D'accord ? Bon. Derrière, ça implique d'autres choses. Ça implique que si la personne a donné son consentement, ça veut dire qu'elle peut le retirer aussi, à tout moment. Elle peut dire, bah, moi, finalement, je ne veux plus qu'on utilise mes données personnelles. Je demande à avoir un droit à effacement, un droit à l'oubli, c'est-à-dire que vous devez effectivement effacer ces données personnelles. Alors, on ne peut pas le faire tout le temps parce qu'on a aussi des obligations légales derrière. Mais en tout cas, on est tenu de répondre aux personnes qui nous posent des questions sur leur droit à oubli, droit à effacement des données personnelles. Et ils ont également le droit de demander ce qu'on appelle la portabilité des données. Alors, la notion de portabilité, en général, vous l'avez entendu plutôt en matière de droit du travail. Par exemple, la portabilité du droit à formation, c'est-à-dire qu'on change d'employeur, pour autant on ne perd pas effectivement nos heures acquises au titre de la formation. Et là, la portabilité, c'est pareil. Je vous donne juste un exemple. Vous êtes chez un opérateur téléphonique type Orange. Vous souhaitez passer à un autre opérateur téléphonique Bouygues. Vous avez le droit de me demander la portabilité des données au responsable de traitement. D'accord ? Alors, ça suppose effectivement que dans vos entreprises, eh bien, il y ait ce qu'on appelle un responsable de traitement. Alors, si on est auto-entrepreneur ou seul, le responsable de traitement, bah, ça va forcément être le dirigeant d'entreprise. Quoi qu'il en soit, la responsabilité juridique, ce n'est pas donc le dirigeant de l'entreprise en personne, c'est évidemment l'entreprise, la société, l'association, l'organisme. C'est lui qui est responsable juridiquement si effectivement il y a une difficulté. Mais à l'intérieur de votre organisme, le mieux, c'est effectivement d'aller définir une personne physique qui va effectivement s'occuper, contrôler tout ça et faire un espèce d'audit pour savoir ce qui doit être mis en œuvre pour évidemment répondre à la conformité RGPD. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme obligation ? Il faut mettre en œuvre les moyens nécessaires à la protection des données traitées, on verra ça un petit peu après. On est tenu de coopérer avec l'autorité de contrôle étant la CNIL. On est obligé de faire le nécessaire pour sécuriser les données. Alors, ça peut recouper plein de mesures. S'il y a un problème, on est effectivement obligé de régler le problème. On est obligé de communiquer avec les gens qui sont concernés par les données personnelles. Il faut effectivement faire un audit interne. Alors, c'est un audit, on peut le faire nous-mêmes. Hein. C'est le mot audit, il ne faut pas en avoir peur. Grosso modo, vous pouvez faire un audit de vos données personnelles, il n'y a pas de difficulté, au sein de votre structure. Et puis, s'il y a un risque, effectivement, il faut consulter la CNIL. Comment on fait pour faire tout ça? D'accord? Comment on fait pour faire tout ça? Eh bien, le mieux, c'est de constituer ce qu'on appelle un registre de traitement de données. Le registre de traitement de données, il est visé justement par le règlement, par le RGPD, et il est parfois obligatoire. Alors, rassurez-vous, mais je ne veux pas vous rassurer pour autant, ce qu'on appelle ce fameux registre de traitement de données, en soi, il n'est pas obligatoire dans les entreprises qui comptabilisent moins de 250 salariés. Sauf, d'accord ? Parce qu'en droit, on adore les sauf. Il y a toujours des petites exceptions en droit.
Sauf si effectivement les données, en fait, vous faites du traitement de données à grande échelle. Exemple, vous êtes une agence justement de communication. Vous intervenez régulièrement pour des entreprises qui vous donnent des opérations de marketing ou de communication. Dans ce cadre-là, vous allez, effectivement, c'est votre activité, recueillir des données pour effectivement établir votre activité. D'accord ? Donc, partez du principe qu'il vaut mieux, quoi qu'il en soit, faire un registre. Un registre, c'est pareil. Le mot registre de traitement de données peut faire peur. En soi, ce n'est pas grand-chose. C'est effectivement un tableau Excel que vous allez créer ou éventuellement, effectivement, un petit classeur papier que vous allez créer. Eu égard au fait que maintenant tout est dématérialisé, moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement peut-être de commencer à travailler via un tableur Excel. D'accord ? Donc, vous allez faire un tableur Excel et puis vous allez réfléchir. Comment on fait pour réfléchir ? Eh bien, on va faire le tri. Et mon conseil pour vous aider à faire le tri dans le traitement de vos données personnelles, c'est d'identifier quels sont les types d'activités que vous faites qui vont vous amener effectivement à recueillir des données personnelles. Bon. Je prends pour exemple, Catherine. Voilà. Catherine nous a expliqué qu'elle avait comme clientèle donc des personnes physiques, mais aussi des commerçants. Bon. Il y a effectivement, pour exécuter un contrat, il y a un premier contact qui se crée, il va falloir faire des devis. Dans le cadre des devis, on va recueillir des données personnelles, sauf si effectivement vous êtes avec une entreprise qui ne vous donne aucune donnée personnelle. Mais imaginons, Catherine est sollicitée, je ne sais pas, par une jeune femme enceinte qui veut faire des photos de grossesse. Catherine va prendre le nom de la personne, le prénom de la personne. Elle va peut-être même effectivement s'interroger sur l'état d'avancée de la grossesse, parce qu'il y a des moments idéaux effectivement pour faire des photographies de grossesse. Du coup, on va en connaître un peu plus sur l'état de santé de cette personne, puisque manifestement, elle est enceinte. Et ça, c'est une donnée aussi qui est également recueillie. Le cas échéant, Catherine va aussi recueillir des données bancaires pour se faire effectivement régler de sa prestation. Donc là, on a une finalité. La finalité, c'est quoi ? C'est la gestion, grosso modo, contractuelle de mes prestations. Je dois faire des devis, je dois faire des contrats, je dois faire des factures. Ça, c'est une finalité qui a pour objet le traitement de données personnelles. Donc, vous allez avoir votre registre. Je vous ai donné là un petit exemple d'un modèle de registre sur Excel. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'aller chercher le traitement. Donc là, effectivement, je vous ai donné l'exemple de la gestion de vos prestations. On va voir quand est-ce qu'on commence ce traitement. Il va falloir mettre à jour. On va identifier dans l'entreprise qui est responsable du traitement. Donc, en l'espèce, c'est peut-être Catherine qui est directement responsable, sauf s'il y a une salariée. Donc, du coup, Catherine va s'indiquer comme c'est moi la responsable du traitement. On va réfléchir effectivement du coup à la finalité principale du traitement de données. Donc, ma finalité, c'est quoi ? C'est établir mon devis, établir mon contrat, établir ma facture, me permettre d'exécuter la prestation. D'accord ? Et en définissant comme ça la finalité effectivement du traitement de données, vous allez derrière pouvoir vous interroger sur un autre élément important du RGPD, c'est de quoi ai-je besoin pour exécuter effectivement ma prestation ? Est-ce que je suis obligée de demander à, je ne sais plus, ma personne enceinte si elle préfère la couleur noire ou la couleur rouge? Est-ce que je suis obligée de recueillir cette donnée? Est-ce que je suis obligée de demander à la personne que je vais photographier si elle a d'autres enfants? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être qu'elle va vous donner cette donnée personnelle directement en disant, bon, bah, en fait, je veux faire ça, puis plus tard, j'aimerais bien faire aussi une photo de grossesse, mais avec le reste de la fratrie. Ah,
on recueille une autre donnée, c'est-à-dire qu'il y a d'autres enfants effectivement dans la famille. Ce qui va vous permettre effectivement de vous responsabiliser sur le fait qu'il faut que vous demandiez justement à vos clients, vos prestataires, vos fournisseurs, que les données qui sont strictement nécessaires. L'objectif est de minimiser, d'accord, les données personnelles que vous allez recueillir dans le cadre effectivement de vos activités. Vous allez donc ensuite pouvoir identifier les données que vous allez devoir demander, ce qui va vous permettre derrière de savoir pendant combien de temps vous allez devoir conserver ces données. Là, l'exemple est relativement simple. Je ne prends pas l'exemple qui s'affiche à l'écran, je reviens sur mon exemple. Catherine exécute une prestation. Elle termine sa prestation, elle va garder un certain nombre de données. Alors, elle ne va pas les garder dans une base active, elle va manifestement les archiver à titre intermédiaire si effectivement la prestation est terminée. Mais Catherine va devoir se dire combien de temps je conserve ces données. S'il y a un litige, par exemple, Catherine n'est pas réglée de sa prestation. Si elle n'est pas réglée de sa prestation, elle peut garder ces données pendant un certain temps pour lui permettre, le cas échéant, de faire une action judiciaire et notamment de recouvrer sa rémunération, de faire une action en justice. Personne physique, on a un délai de prescription à ce titre-là qui est de 2 ans. Dans les contrats entre professionnels ou dans les contrats qui sont hors droit de la consommation, la durée de conservation, ce ne sera pas 2 ans, mais ce sera 5 ans. Bon, alors on va pouvoir effectivement identifier la durée de conservation et se dire il faut que je note la durée de conservation qui est strictement nécessaire. Si je note une durée de conservation qui est trop longue, eh bien, je vais me faire sanctionner effectivement parce que ça ne sera pas conforme à l'objectif du RGPD. Oui, Catherine. Donc, l'exemple type où je recueille le jour et mois anniversaire de cette cliente pour avoir un petit suivi ou la date anniversaire du bébé que j'ai photographié et renvoyer un petit mot gentil aux parents juste pour ça, sans faire d'action marketing derrière, c'est autorisé ou pas? Parce que là, je garde au-delà des 2 ans. Alors, en fait, ah oui, là, c'est la date. Alors, là, ce qui peut poser problème, c'est éventuellement la date anniversaire de l'enfant. D'accord. Du coup, c'est comme effectivement une opération un peu de publicité. Voilà, c'est des relations publiques en fait, mais… Voilà. Alors, en soi, ce n'est pas nécessaire à la prestation, d'accord? Donc, ça ne va pas rentrer dans le cadre de votre fiche, parce que là, on a fait le registre, mais on a fait une fiche spécifique. D'accord. La finalité de ma fiche, c'était la gestion de ma prestation. Pour la gestion de ma prestation, je peux conserver mes données 2 ans. Sauf que la date anniversaire du bébé n'a rien à voir avec la gestion de ma prestation. D'accord? Donc, cette fameuse donnée, je ne vais pas pouvoir la conserver 2 ans. Il va falloir que je lui applique une durée de conservation qui est autre. Par contre, dans le cadre de l'exemple que vous me donnez, je vais faire une autre fiche de traitement. J'ai une autre finalité dans le cadre de mon activité. Je veux pouvoir faire parfois des actions un peu promotionnelles, publicité, garder ce lien de fidélité effectivement avec le client et du coup pouvoir reconsulter ces données pour faire mes petites actions. Dans ces cas-là, effectivement, donc on va refaire une fiche, on va réexpliquer les finalités, on va aller regarder, on va s'intéresser à la durée de conservation. On peut éventuellement prévoir une durée qui est autre, mais dans ces cas-là, il faudra informer la maman ou le papa de ce que vous souhaitez conserver ces données pendant ce temps-là pour cette finalité, de manière à ce qu'il vous autorise effectivement à utiliser cette donnée-là pour la finalité que vous avez définie ensemble. S'ils vous disent pas de souci, aucun problème. Pour des raisons X ou Y, on peut très bien imaginer que la maman, finalement, elle vous a donné son consentement, mais que je ne sais pas pourquoi, elle divorce, ça ne se passe pas bien, elle fait un burn-out, elle ne supporte pas son gamin, qu'elle revienne derrière en disant non, c'est hors de question, je ne veux plus que vous utilisiez ces données-là. Donc là, elle aura un droit, effectivement, à l'oubli, à l'effacement, en vous demandant effectivement d'enlever cette donnée. Et là, il n'y a pas effectivement d'obligation légale de garder cette donnée. Donc, effectivement, vous avez l'obligation de faire droit
à cette demande d'effacement. D'accord ? Donc, pour chaque finalité, votre registre, en fait, j'essaye de trouver, grosso modo, un bout de papier. Ce registre, il faut l'imaginer informatiquement comme un espèce de classeur où, à l'intérieur, vous allez avoir différentes fiches. D'accord ? Vous faites une fiche par finalité de traitement et vous vous interrogez à chaque fois sur, voilà, pour telle finalité, je vais recueillir telle donnée. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment utile? Qui traite? Pour chaque donnée, la durée de conservation, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que la personne y a consenti? Etc. etc. D'accord. Donc, en fait, moi, j'ai un logiciel spécifique où j'ai toutes mes données. C'est un logiciel de gestion, en fait, et de facturation, etc., et de relations publiques, tout combiné en un seul logiciel. Il faut quand même que je fasse ces fiches-là en parallèle. Ouais. Et le logiciel, qui c'est qui vous l'a fait? C'est Photo Studio. D'accord. Et ils sont amenés à traiter un petit peu la donnée personnelle ou pas du tout? Les nôtres, en tant que professionnels, et encore, je ne sais pas, mais pas celle de nos clients. D'accord. Ça, c'est sûr. Et oui, il faut faire une fiche, effectivement, par traitement. Alors, je donne un autre exemple, et notamment, c'est celui qui s'affiche à l'écran. Certains d'entre vous ont peut-être effectivement des salariés. Là, j'ai parlé d'un exemple de recueil de données qui sont externes à l'entreprise. On peut très bien avoir des données qu'on recueille en interne dans l'entreprise et notamment concernant ses salariés. D'accord ? Et bien là, on a pour exemple effectivement une fiche spécifique, donc c'est une autre finalité que la gestion des prestations, à savoir cette fois-ci la gestion de la paie, où effectivement vous êtes obligé aussi de recueillir des données personnelles. Données personnelles, nom, prénom, numéro de sécurité sociale. Il faut regarder effectivement qu'est-ce qui est complètement nécessaire et la durée de conservation, du coup, va être différente. Gestion de la paie, on considère que quand bien même il y a des délais de prescription sur les salaires de l'ordre de 3 ans pour le Conseil de prud'homme, pour autant, vous avez le droit de conserver effectivement ces données pendant 5 ans. À ce titre, je vous invite à regarder, parce qu'il y a plein d'outils en fait qui existent et qui sont très très bien faits. Notamment, je vous invite à aller sur le site de la CNIL. Ils ont en fait développé plein d'outils. Donc, ce qui fait peur, c'est qu'en fait, quand on va sur le site de la CNIL, il y a beaucoup d'informations. Mais en fait, quand on clique sur telle et telle information, c'est assez simplifié. C'est noté de manière hyper claire, concise. Et notamment, il y a des outils. Et il y a effectivement ce qu'on appelle un guide pratique pour vous aider effectivement à identifier les durées de conservation de vos données. Je donne un autre exemple. Catherine, son activité se développe très bien. Je suis désolée, Catherine, je vous prends comme exemple. C'est pas grave. Si ça peut servir à tout le monde, c'est pas grave. Ouais, voilà. Catherine, son activité se développe extrêmement bien. Elle a besoin effectivement de recruter. C'est la première fois qu'elle procède à un recrutement. Donc, elle va faire un appel à candidature. Ça veut dire que je vais avoir un nouveau traitement de données dans le cadre de mon activité. Qu'est-ce que je fais tout de suite? Je fais une fiche de traitement de données dans mon registre de traitement de données. D'accord? Cette fiche, ma finalité, ça va être recrutement d'un collaborateur. Qu'est-ce que je vais demander et qu'est-ce que j'ai le droit de demander? Quelles sont les seules données personnelles qui me sont nécessaires à mon recrutement? Alors là, il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention parce qu'effectivement, on sait que dans le cadre des recrutements, il y a des choses qu'on n'a pas trop le droit de demander, même si parfois c'est du bon sens. On peut demander effectivement le nom, le prénom. La question se pose même sur la date de naissance. On peut demander, est-ce qu'on a besoin de demander le sexe de la personne? On le sait finalement, puisqu'on a le nom et le prénom. Mais en soi, est-ce qu'on a le droit de le demander? L'adresse et compagnie pour la gestion du recrutement. Mais il faut vraiment s'interroger sur les seules données personnelles que j'ai le droit de recueillir et de collecter. Et après, effectivement, durée de conservation, de savoir si le candidat n'est pas retenu, est-ce que pour autant, je continue à conserver ces données?
Est-ce que je les archive? Pendant combien de temps j'ai le droit de les archiver? Il faut effectivement se poser la question. Là-dessus, la CNIL recommande à peu près une durée de 2 ans, sachant qu'à mon sens, là-dessus, la recommandation de la CNIL n'est pas forcément bonne si on poussait vraiment la réflexion très loin, à savoir si vous aviez une action en discrimination du fait du non-recrutement d'une personne. Où là, finalement, c'est un peu plus long. D'accord. Donc, il faut vraiment se poser des questions. En fait, c'est un peu pénible à faire. C'est pour ça que ça fait peur. C'est parce qu'on se dit, mais finalement, dans le cadre de notre activité, on se rend compte qu'on recueille plein de données personnelles pour plein de traitements différents. Mais ça permet aussi de tirer les choses plus au clair, de faire sa fiche de manière plus claire, de s'interroger sur les données. Ça permet ensuite derrière aussi de perdre moins de temps parce que quelque part, on se rend compte que parfois, on demande des données qui sont totalement inutiles. Et ça permet ensuite d'avoir quelque chose de plus organisé pour justement utiliser les données. Et du coup, on ne garde pas de fichier client alors si on part de ce principe-là? Alors, les fichiers clients, si. Par contre, le fichier prospect client, c'est encore différent. D'accord. Le fichier client, forcément, on le garde, mais avec une durée de conservation limitée. D'accord. Je vous ai dit, en général, pour les clients, il faut compter à peu près 5 ans parce que c'est les délais de prescription en matière judiciaire. C'est si vous avez un problème pour X raisons, alors Catherine, parfois j'ai du mal à imaginer le problème. Si, on peut imaginer. Voilà, je repars sur ma photographie, vous faites une prestation, vous avez des clients qui ont une demande quand même assez spécifique, qui veulent faire une mise en scène avec des meubles que vous allez apporter, Catherine, et puis malencontreusement, une personne va tomber sur un meuble qui aurait été mal positionné et va se blesser. La prestation est quand même effectuée, je ne sais pas comment, mais enfin bon, bref. On a malheureusement quelqu'un qui est très mal tombé et qui a un préjudice lié effectivement à un dommage dit corporel. Et ben, dans ces cas-là, effectivement, là, vous serez autorisé à conserver les données plus longtemps. Là, c'est vraiment un cas très exceptionnel. Là, c'est 10 ans pour les dommages corporels. Et c'est très exceptionnel. Mais si vous pouvez les conserver, par contre, effectivement, il faut mettre une limite. D'accord. Et si effectivement le client il ne vous recontacte pas, il n'y a pas de nouvelles prestations et compagnie, à l'issue de la durée, il faut effectivement détruire les données. Ouais, c'est pas forcément pratique pour nos gestions clients en fait. Non, mais on se rend compte en fait qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on faisait déjà avant. Je vous donne l'exemple du cabinet d'avocats. Nous aussi, parfois, on a des prestations qui sont complètement en one shot. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui a besoin effectivement que je lui rédige un contrat. Je l'ai jamais vu avant, très bien. Je lui fais son contrat. Je finis mon contrat. Bon. Je lui dis, c'est bon, on s'est mis d'accord, la prestation est terminée, je suis payée. J'enlève, moi, votre dossier de ce que j'appelle ma base active, c'est-à-dire tous mes dossiers qui sont en cours de traitement, et je vous précise que je vais l'archiver. Je l'archive, je sais pendant combien de temps je l'archive, parce que moi, j'ai une responsabilité si effectivement il y a une clause du contrat qui est mal rédigée et qui donne lieu à un litige. Si au bout de 5 ans, il n'y a pas eu de litige, je sais qu'effectivement, je ne risque plus rien, moi, grosso modo, et je peux effectivement détruire ces données. D'accord, sachant dans l'archivage, il faut déjà faire le tri sur les données que je peux éventuellement conserver. Oui, j'avais une question aussi. Et est-ce que c'est le même cas de figure des adresses mail où on va retrouver nom, prénom, mais que l'on a juste dans les échanges de mails? C'est-à-dire que je n'ai pas créé à côté de tableaux. Est-ce qu'il faut aussi que je supprime, par exemple, tous les échanges de mes différents clients pour lesquels il n'y a pas eu forcément de suite? Il y a une temporalité à ça? Normalement, oui. D'accord. Mais c'est bien, ça va faire du tri dans la boîte mail. Après, l'important, grosso modo, c'est en premier lieu déjà de faire tout ce tri-là. Déjà, ça prend du temps. Après, pour que derrière, vous disiez « Ah mince, en fait, ce client-là, ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas eu de nouvelles et compagnie », parfois, ça prend un peu plus de temps. Et c'est quand on contrôle qu'on se rend compte qu'en fait, on a plein de données personnelles qui ne servent à rien.
c'est quand même compliqué d'être totalement en conformité. Vraiment. Là, depuis peu, je reçois des mails notamment pour tout ce qui concerne le e-shopping, par exemple, de fournisseurs ou d'enseignes commerciales qui m'écrivent en disant voilà, nous avons plus d'action de votre part depuis 3 ans, nous sommes tenus de jeter entre guillemets vos données. Ouais. Et donc, vous Ouais. n'appartenez plus à notre fichier. Et ça, Ouais. c'est récent. Hein. Avant, je recevais Ouais. pas ça. Il y a des règles, alors là, j'en parle pas, mais c'est vrai que sur tout ce qui est site de e-commerce et compagnie, il y a des obligations encore spécifiques parce qu'effectivement, on va aussi recueillir des données. Et puis, il y en a qui vont utiliser des traceurs, des cookies, pour effectivement recueillir des données personnelles. Alors, là-dessus, il y a des sites qui sont à jour et d'autres qui ne le sont pas du tout. Pour vous donner un exemple d'un site qui est très à jour, c'est Le Monde. Je suis allée le regarder, mais je me suis amusée à aller le regarder hier, où effectivement, dès qu'on ouvre le site de Le Monde pour aller regarder un article, on va avoir une fenêtre d'information qui dit attention, on utilise des cookies, et puis on vous explique pour quelle finalité. Et on ne vous dit pas accepter, on va vous dire vous pouvez accepter pour telle et telle finalité. Et pour chaque finalité, il va être demandé au lecteur de donner son accord. C'est partout. Hein. Ouais. C'est partout. Hier, j'ai regardé 2-3 sites de e-commerce que j'aime bien. C'est pas terrible. Bon, parce que la fenêtre, elle ne s'affiche pas comme ça. Il faut demander effectivement à son fournisseur de site internet de faire le nécessaire. En tout cas, il faut qu'il y ait une action derrière d'une personne humaine. Il s'affiche effectivement pas tout seul. Donc, des fois, effectivement, certains sites ne sont pas encore tout à fait à jour. C'est pareil, une fiche cookies qui s'affiche, et si vous refusez, vous n'avez pas accès, c'est illégal. Le fait d'avoir des cases précochées en disant « Ok, j'accepte tous les cookies pour toutes les finalités », c'est illégal aussi. Mais bon, il y en a qui le font en attendant éventuellement un contrôle ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas à jour effectivement du RGPD, quoi. Et je pense qu'on n'est pas tous à jour, effectivement, du RGPD. Bon. Alors, après, c'est bien d'avoir fait tout ça, mais il faut se dire, il y a un autre principe hyper important dans le RGPD, c'est qu'il faut que j'informe les gens que je fais tout ça. Hein, et ça, c'est pas mal, mine de rien, en termes de politique commerciale, parce que c'est là où vous allez pouvoir créer aussi un lien de confiance avec vos clients qui vont se dire, tiens, c'est quelqu'un qui est sensible effectivement à la réglementation RGPD, il y a des mesures qui sont mises en place, on me demande mon consentement, paf, le lien de confiance, il se crée. Donc en soi, le RGPD, ça peut être pas mal aussi là-dessus. Là-dessus, c'est important que vous fassiez le nécessaire, notamment pour adapter, le cas échéant, vos contrats. D'accord ? Il peut y avoir une clause RGPD dans vos contrats, qui n'est pas non plus bien compliquée à rédiger, sachant que la réglementation européenne impose d'informer grosso modo vos clients, les usagers et compagnie, de manière la plus claire et concise possible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une fiche RGPD de 7 pages que personne ne va lire. Donc, il faut vraiment faire une clause, en général, elle peut faire, je ne sais pas, 3/4 de page en disant « Nous vous informons que nous sommes amenés à recueillir pour telle et telle raison. Et pour certaines, effectivement, données, vous serez effectivement amenés à demander leur accord. » Adaptez vos documents contractuels, adaptez vos conditions générales de vente, si vous en avez, sachant que je rappelle que quand on travaille entre deux professionnels, eh bien, les conditions générales sont obligatoires et peuvent être demandées à tout moment. Et quoi qu'il en soit, quand vous travaillez effectivement avec des personnes physiques, souvent il s'agit de ce qu'on appelle des consommateurs qui sont soumis aux droits de la consommation, et il est vivement recommandé dans ce cas, effectivement, d'avoir des conditions générales de vente. Et ça, c'est pas bien compliqué non plus, effectivement, de mettre à jour. Vous pouvez faire des formulaires de consentement. Veillez aussi à ce que, par exemple, vos sites internet soient à jour là-dessus, parce que vous pouvez très bien avoir sur votre site internet ce qu'on appelle une espèce de fiche contact.
C'est-à-dire qu'au lieu de mettre votre nom, votre prénom, le numéro de téléphone, vous mettez une petite fiche contact, vous pouvez directement me poser telle question, me solliciter comme ça. Il faut faire attention à ce que, à ce titre-là, l'usager soit informé de ce que vous recueillez des données personnelles et qu'est-ce que vous en faites. Et limiter, si on n'en fait rien, est-ce qu'on est obligé quand même de faire de le mettre dans un registre RGPD? Alors, le problème, c'est que la simple consultation, d'accord, c'est déjà un traitement. Ok. Si vous en faites rien, mais vraiment rien, ben, de toute façon, on vous la supprimez, cette donnée personnelle. Il n'y a pas de recueil. Mais en soi, quand quelqu'un vous contacte, même sur une fiche contact, il y a quasi déjà du recueil. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous a posé une question. Alors moi, ça m'arrive souvent. On m'envoie une question de droit. Bon, il y a plein de questions qui servent un petit peu à rien. Mon voisin a planté une haie à 27 cm de ma haie. Ai-je le droit? C'est mon droit. Bon. En général, on rappelle la personne, écoutez, nous ne sommes pas compétents, nous ne pouvons pas nous occuper de votre dossier, nous vous invitons à vous rapprocher. Bon, dans ces cas-là, on supprime. Parce qu'on n'a pas collecté, manifestement, on n'a pas trop envie de collecter ce genre de… Oui, mais est-ce que le site internet, il collecte directement ces informations-là? Il peut. Notamment sur le e-commerce, vous collectez nécessairement des choses. Okay. Dès lors qu'il y a une fiche de contact, quelqu'un qui envoie par mail, ben, du coup, vous pouvez avoir un mail avec effectivement le nom de la personne. Alors après, on peut limiter cette fiche de contact. De plus en plus, c'est très limité. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas l'occasion de donner leur numéro de téléphone. Parfois, ils donnent juste un mail et leurs questions. Et il faut à minima qu'il y ait au moins soit un mail, soit un numéro de téléphone pour qu'effectivement, ben, le prestataire qui reçoit la sollicitation soit à même d'y répondre. Ok. D'accord. Mais parfois, on y répond, point. Donc, on traite sur le moment la donnée personnelle. Pour autant, derrière, on ne la recueille pas, on ne la collecte pas, nous ne la reconsultons pas. Dans ces cas-là, on n'utilise pas. Et effectivement, il faut la supprimer. Pour autant, il faut quand même faire une fiche dans le registre pour dire, voilà, pour effectivement les prises de contact, pour les prospections, voilà comment ça se passe et qu'est-ce que je suis amenée à recueillir comme données personnelles. Oui. Et est-ce qu'un simple mail d'information, justement, moi je prends mon exemple, j'ai un fichier presse, j'ai beaucoup d'adresses mail, numéro de téléphone perso, où on reconnaît pour le coup les gens. Est-ce qu'un simple mail, on va dire, qui les informe que j'ai leurs données personnelles, que je les utilise, c'est dans le cadre de la relation professionnelle qui va durer 1 an ou 2. Oui, non, vous êtes d'accord pour que je les conserve effectivement 2 ans, souhaitez-vous que je les supprime? Ça peut suffire dans le traitement là, justement de ce premier document où j'ai plein d'infos sur des journalistes? Ça dépend vraiment de la finalité. Ouais. Si c'est contractuel, du coup, pas de du toute tout. façon, on les informe, point barre. Ouais. Bon. Par contre, si c'est pour une autre finalité ou qu'entre-temps on change la finalité en disant moi j'ai un contact d'une personne intéressante, je recueillis ces données personnelles et puis je transférerai bien ces données à quelqu'un d'autre pour une autre finalité, il faut effectivement informer la personne et lui demander son consentement. Sous réserve que ce soit des données personnelles. On peut très bien imaginer transférer effectivement une donnée qui ne va pas être personnelle. Ça, je ne sais pas, vous cherchez par exemple une entreprise prestation de nettoyage, parce que vous avez absolument besoin d'un homme ou d'une femme de ménage. Je vous dis, contactez la société machin propreté, numéro de téléphone, on n'est pas dans le cadre là des données personnelles. Ça n'a rien de personnel. On donne le contact d'une entreprise. D'accord. Attention, si vous êtes sous-traitant, je pense notamment aux agences de com, où vous pouvez être amené à traiter des données personnelles de votre donneur d'ordre. C'est-à-dire que vous avez un donneur d'ordre, il va avoir besoin d'une agence de com pour opérer un certain nombre de prestations. Donc, il va sous-traiter. Vous êtes effectivement sous-traitant, mais vous allez être amené à recueillir effectivement et à utiliser, à traiter des données personnelles de cette entreprise dite principale. Le sous-traitant doit avoir dans ces cas-là 2 registres. Registre pour sa propre entité, en sa qualité de responsable de traitement de sa propre entité, et un registre en ses qualités d'activité
de sous-traitants. Sachant que dans ces cas-là, il faut faire aussi très attention au cadre contractuel parce qu'il va falloir définir précisément entre le donneur d'ordre et le sous-traitant qui fait quoi. Le sous-traitant, ce qu'il est amené à recueillir comme données personnelles, qui lui adresse et comment on gère en termes de sécurité effectivement ces données personnelles. Sachant que s'il y a un problème, quoi qu'il en soit, donneur d'ordre et sous-traitant sont tous les deux responsables. Donc, des fois, c'est pas mal de faire des cadres contractuels, sachant que là encore, sur la CNIL, il y a notamment des modèles qui sont fournis, qui sont bien faits, qu'il faut adapter évidemment, mais ça permet déjà de partir sur une très bonne base. D'accord ? Alors, je fais attention parce que je vois que l'heure passe, il est déjà 13h30 et Jennifer, Madame Benoît m'a demandé d'arrêter à 13h30. Pourquoi il est important de faire tout ça? Parce que comme je vous l'ai dit, voilà, c'est mise en conformité, il y a des règles, quand il y a des règles, il y a des contrôles et il y a des sanctions. Effectivement, vous pouvez à tout moment être contrôlé par la CNIL, qui est effectivement l'autorité de contrôle compétente à ce titre. Et la CNIL, elle peut intervenir comme ça, tout comme elle peut intervenir parce qu'il y a une réclamation qui lui serait parvenue d'un de vos clients, d'un tiers, d'un prestataire, d'un fournisseur, qui, je ne sais pas, vous en veut et dit « Ah, regardez, c'est pas respecté » et va déposer une plainte. Alors, pas de panique pour autant s'il y a un contrôle de la CNIL, sachant que le contrôle de la CNIL, il peut être sur place, il peut être à distance, il peut être préventif aussi, simplement demander un certain nombre de documents. Et en pratique, qu'est-ce qui se passe? La CNIL va faire son contrôle, va faire un petit audit, va voir si c'est respecté ou pas. Si ça ne l'est pas, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils font une mise en demeure d'avoir à se mettre en conformité avec effectivement la réglementation RGPD en donnant un certain nombre de conseils. Et si cette mise en demeure, elle n'est toujours pas effectivement respectée, dans ces cas-là, ça peut donner à sanction. Les sanctions sont extrêmement lourdes, d'accord. Pour autant, les peines que je vous ai mises à l'écran, ce sont des peines qui sont dites maximales. Ça veut dire effectivement que la sanction, elle est prise, enfin, il y a plein d'éléments qui sont pris en considération, à savoir s'il y a eu quand même un effort de fait, si vous avez répondu à la mise en demeure, si la violation du RGPD est gravissime ou si elle ne l'est pas, si vous avez transféré des données, si vous avez conscience de vos obligations, etc., etc. Il faut savoir qu'il y a quand même de plus en plus de plaintes qui arrivent auprès de la CNIL. Bon, on est encore un peu épargné. Leur cible, c'est quand même plus des grosses entreprises qui traitent des données personnelles à une échelle importante que la petite TPE de Blainville-sur-Orne. Mais pour autant, vous êtes susceptible quand même d'avoir effectivement un contrôle de la CNIL. Hein, donc, il y a quand même beaucoup de plaintes. Alors, on imagine qu'elles sont quand même centralisées en région parisienne. Pas mal de contrôles, quelques amendes qui s'élèvent à des montants astronomiques, mais évidemment parce que ça concerne des grosses structures. Les dernières en date, c'est notamment Amazon et Google qui ont eu des sacrées amendes effectivement de prononcer, sachant qu'il n'y a pas la CNIL, que la CNIL qui peut éventuellement sanctionner, mais ça peut être susceptible aussi de poursuites pénales avec des amendes pénales à la clé. Voilà. C'est pas facile de parler du RGPD en si peu de temps, parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais j'espère que je vous ai aidé sur le côté un peu pratico-pratique de la mise en conformité. Et sachez que tout le monde peut le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément d'appeler une entreprise extérieure. Le seul truc, c'est pénible. Donc, grosso modo, il faut se caler du temps. C'est un peu chronophage. Ouais, voilà. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est chronophage, c'est-à-dire qu'il faut se dire, bah voilà, je me prends, j'ai tel mois, j'ai moins d'activité ce mois-ci, bah, je me prends 2 jours et je me fais mon registre. Et déjà, j'ai fait mon registre. Si j'ai fait mon registre, je vais pouvoir adapter plein de choses derrière, mes formulaires, mes contrats, mes CGV, parce que je vais mieux comprendre aussi ce dont j'ai besoin. Et puis, je vais pouvoir m'interroger de savoir si ce que j'ai mis pour protéger les données, c'est suffisant ou pas. Et protéger des données, ça peut être est-ce que mon entreprise est bien fermée le soir? Est-ce que j'ai une alarme? Est-ce que les données sont protégées à ce titre-là? Est-ce que je suis susceptible d'avoir des virus qui vont me piquer des données?
est-ce que je ne ferais pas mieux de faire appel à un prestataire extérieur pour mettre effectivement toutes ces données sur un cloud complètement privé? Est-ce que quand j'envoie des informations aux gens, tout ça c'est sécurisé ou pas? Et en fait, il y a plein de choses assez simples à mettre en place. Nous, par exemple, on a mis un cloud privé. Et en fait, parfois, on envoie des fichiers à nos clients, mais via un code qui leur est complètement personnel et qui les identifie pas avec leur nom et leur prénom. Et ils y vont, ils ont leur code et effectivement, c'est sécurisé. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai aidé. Moi, j'ai une question très ciblée. C'est on demande aux gens, par exemple, s'ils veulent s'inscrire à une newsletter ou, par exemple, les gens qui adhèrent à l'association pour laquelle je travaille. Et on met juste qu'en adhérant à l'association, ils acceptent de recevoir une newsletter. Ça, c'est interdit. Ouais. Et Parce quand qu'en fait, il y a deux finalités différentes là, dans le recueil de données. Vous prenez des données personnelles pour votre association au titre de leur adhésion, donc au titre de l'activité de l'association. Ça, c'est une finalité particulière. Normalement, là, il faudrait distinguer, il y a deux finalités. Il y a ça et il y a la communication de l'association. Et donc, il faudrait leur demander leur accord, effectivement. Donc, il faut que ça soit un accord explicite quand même, donc pas une case précochée. Leur demander leur accord pour effectivement utiliser leurs données pour la newsletter. Et deuxième question très pratique, on a aussi un bulletin d'inscription spécifique à la newsletter, donc qui disent bien que là, ils veulent vraiment la recevoir, un truc très clair. Ça, le bulletin, il faut qu'on le garde, il faut qu'on le conserve, l'espèce de bulletin papier. Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, en termes de contrôle, comment on fait pour contrôler? On demande à ce qu'il soit démontré que vous êtes bien en conformité RGPD. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe ce registre. C'est pour que justement le contrôle il puisse se faire. C'est comme devant le juge. Quand on dit attendez, mon artisan, j'ai signé un devis, on s'est mis d'accord, il devait faire les travaux, il n'est pas venu. Le juge va dire montrez-moi le devis, que je sache ce qu'il en est. Il faut effectivement avoir les éléments matériels pour pouvoir démontrer que vous êtes effectivement en conformité. Donc le recueil du consentement sur la newsletter, sachant que ce n'est pas une finalité pour exécuter votre prestation, oui, il faut aller chercher le consentement et être en capacité effectivement de le démontrer. Sachant que dans ces cas-là, il faut aussi informer votre adhérent qu'à tout moment, il peut retirer son consentement et ne plus vouloir recevoir sa newsletter. Oui, mais ça, c'est noté. Ça, c'est noté en bas des newsletters, ouais. C'est bien. Sur vos données, la newsletter, ça veut dire que quand vous demandez ça, vous informez que c'est pour faire ça. Vous ne pouvez pas, dans ces cas-là, utiliser ces données pour autre chose. Non, mais du coup, oui, on ne joue pas à ça, on ne les transmet pas. Ça, c'est… Par exemple, j'en sais rien. Recueillir le moins possible nom, prénom et adresse mail. Moi, je ne recueille plus d'autres infos qui, en vrai, ne servaient pas, mais un peu par habitude. Mais on recueille vraiment que le nom, prénom et l'adresse mail. Et en fait, c'est vraiment ça l'objectif du RGPD. C'est peu à peu, c'est pas une révolution technologique en fait. C'est vouloir tendre à une espèce de révolution culturelle pour qu'on soit tous sensibilisés au fait que les données personnelles, c'est pas n'importe quoi et qu'il faut qu'on fasse attention à limiter, à minimiser le nombre de données personnelles qu'on recueille et à nous responsabiliser sur la finalité qu'on en fait, quoi. Si je recueille que pour la newsletter, je ne peux pas balancer ça effectivement à une autre entreprise qui va faire de la com et qui va s'en servir pour faire de la prospection client. Là, je détourne la finalité et ça, c'est passible effectivement d'une amende pénale de 300 000 €, 5 ans d'emprisonnement. Et pour la CNIL, c'est encore autre chose, c'est 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. Dans ces cas-là, on prend le montant le plus élevé. Donc… Oui, Jennifer, je vois bien la tête que tu fais. Fais attention à toi. Non, mais après, on est tous sujets à… Voilà, on s'interroge tous. Voilà, ça se trouve, là, effectivement, j'ai fait un détournement de finalité. Ça peut aller très, très vite, quoi. Mais le tout, c'est… Pourquoi les sanctions sont aussi lourdes? C'est parce qu'on veut vraiment contraindre les gens à dire « Je me pose les bonnes questions et je tente de les respecter. » Bon, parce qu'il y a un peu des grosses dérives des grosses entreprises aussi. Bah ouais, quand même. Avant qu'ils viennent nous chercher des poux, je pense qu'ils auront tout à faire. Ouais. Non, puis il y a plein de… Quand on regarde les sites, on se rend compte que là, du coup, c'est Amazon et Google qui se sont fait effectivement contrôler. Ils ont eu quand même des amendes qui sont colossales.
Bon, je ne m'inquiète pas trop pour eux, mais ça fait mal quand même. Mais bon, ça peut arriver, effectivement. Ce n'est pas que Amazon, ça peut être le garagiste du coin, la chargée de com, la photographe, ça peut effectivement arriver à tout le monde. Après, c'est pas parce que votre registre n'est pas parfait que la sanction elle tombe. Hein. Déjà, si vous avez un registre, c'est qu'il y a la volonté effectivement de vous mettre en conformité. Donc après, s'il y a un contrôle, la CNIL dit ça va pas, ça va pas. C'est une simple mise en demeure. Généralement, elle reste privée. Si elle le souhaite, elle peut rendre sa mise en demeure publique. Des fois, ça peut avoir un intérêt, mais pour des petites structures, ça n'en a pas. Mais il faut y faire attention parce que si effectivement il y a une sanction, ça ne rassure pas non plus les clients de se dire tiens, telle entreprise s'est fait sanctionner au niveau des données personnelles. Ça rompt le lien de confiance qu'il peut y avoir entre l'entreprise, la société et les clients, quoi. Ok. J'espère que vous n'avez pas la tête comme des citrouilles. Merci en tout cas, Anne-Laure. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour le fameux campus sandwich sur la RGPD. Merci. J'ai une petite question. Cécile. Pratico-pratique, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il est possible d'avoir votre présentation? Oui. Elle sera diffusée par mail. Je vous envoie ça. Ah, c'est super. Après ma présentation, PowerPoint, c'est pas ce qu'il y a de terrible, mais au pire, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Je ne suis pas toujours joignable, mais j'essaye de rappeler quand même relativement rapidement. Ben oui, parce qu'actuellement, j'ai un stagiaire pendant 6 mois sur les aspects juridiques et j'aurais bien aimé qu'il gère cet aspect-là. Moi, j'avoue ne pas tout bien comprendre et je vois bien qu'on a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Donc, si vous étiez disponible pour un échange, ce serait formidable. Ouais. Alors, ce que je peux vous conseiller par rapport à votre stagiaire, c'est depuis dans un premier temps d'aller effectivement sur le site de la CNIL. Il peut s'inscrire à un MOOC. MOOC, c'est de la formation en ligne qui est gratuite et qui est super bien faite. D'accord. Et après, il y a plein d'outils, même des exemples de registres, des modèles de registres à jour sur la CNIL. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est qu'il fasse le MOOC. Ok. Il en aura pour une après-midi peut-être. Enfin, d'accord. S'il a quelques bases. Il a un master en droit, donc je pense qu'il devrait y arriver. Oui, ça devrait le faire. Ok, super. Je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. Merci. Bonne fin d'après-midi à vous. À bientôt. Au revoir. Merci bien.